Et 8h41 sur Europe 1. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux, Bonjour. président du MEDEF. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Petite question d'ambiance pour commencer cet entretien. Comment les entreprises vont-elles en ce début d'été, Geoffroy Roux de Bézieux ? On observe évidemment un ralentissement assez fort depuis le début des événements, enfin de la guerre en Ukraine. C'est pas non plus une récession. C'est-à-dire que les entreprises se divisent en deux catégories. Celles qui ont réussi à passer une partie de l'augmentation de coûts aux clients. Clients particuliers ou clients entreprises, et celles qui prennent sur leur marge. Et puis après, il y a des secteurs qui souffrent énormément, l'automobile par exemple, mais l'aéronautique repart. Le bâtiment a de l'activité, mais des problèmes de marge. Et puis on continue tous, et c'est très paradoxal, à avoir des problèmes de recrutement. Oui, parce que vous embauchez. On voit que les chiffres de l'emploi sont bons. Voilà, on continue, alors beaucoup moins qu'en 2021, mais on continue à embaucher. On continue à avoir des difficultés à embaucher, alors que le chômage a baissé, mais il est à 7%. Donc il y a un peu une période d'attente. Et évidemment, on voit tout ce qu'annoncent les économistes, les uns et les autres. Mais pour le moment, l'activité tient. Vous avez déjeuné avec Emmanuel Macron hier. Alors vous n'étiez pas en tête-à-tête, hein. Vous étiez convié au même titre que les deux autres dirigeants patronaux. Vendredi dernier, le chef de l'État avait reçu au préalable les syndicats de salariés, sauf Philippe Martinez de la CGT qui a décliné l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Emmanuel Macron vous a dit, Geoffroy Roux de Bézieux ? Non, vous pouvez pas. Non, enfin, je vais en dire un petit mot, mais je crois que c'est d'abord un déjeuner de travail qui a pour but d'essayer de préparer. Le début du quinquennat. Oui, enfin. Et puis cette nouvelle méthode du dialogue. Alors, donc, c'est dans la presse, hein, c'est le CNR. Bon, le Conseil national de la refondation. Je veux dire ce que j'ai dit moi, c'est-à-dire moi j'ai dit oui mais parce que d'un côté il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu la convention citoyenne, il y a eu le grand débat, et ça n'a pas vraiment marché. Et de l'autre, on sent quand même qu'on a besoin d'une autre méthode de discussion. Donc on va donner sa chance à cette nouvelle méthode. Moi ce que j'ai demandé simplement c'est d'éviter, il y aura sûrement un départ avec une grand-messe, mais quand on est 30 autour de la table, que chacun lit son papier, ça donne pas grand-chose. Donc nous on a demandé des objets un peu opérationnels. Par exemple sur le logement, problème numéro 1 des Français en termes de pouvoir d'achat, c'est pas l'alimentation contrairement à ce qu'on dit, c'est le logement. On construit pas assez de logements, les logements s'éloignent des lieux de travail, les Français mettent de plus en plus de kilomètres à aller travailler. Donc comment on fait ? C'est collectif, hein, c'est un problème évidemment d'entreprise, c'est un problème du bâtiment, c'est un problème des collectivités locales. Mais là, il ne faut pas qu'il y ait 200 personnes autour de la table, il faut qu'il y ait les gens concernés. Donc parler de logement avec des professionnels de part et d'autre, pourquoi pas ? Oui, mais vous savez ce qu'on va vous dire, Geoffroy Roux de Bézieux. Ah, le bâtiment, c'est 30% des émissions carbone, il ne faut surtout pas construire. Si, il faut construire isolé, il faut construire des bâtiments neutres en carbone et c'est possible. Donc à chaque fois, il y a toujours deux solutions. Il y a la décroissance, dont on ne veut pas, mais je crois que la majorité de nos concitoyens ne veulent pas. Et puis il y a une croissance sobre qui permet, avec la technologie, de faire du béton bas carbone, de faire de l'acier décarboné, etc., etc., etc. Alors, nouvelle méthode de gouvernement, loi pouvoir d'achat. Arrêtons-nous quand même sur ce Conseil national de la refondation. Il sera lancé mercredi prochain, le 22 juin. Alors, j'ai deux questions en une. Il y a une interprétation politique de cette piste lancée par Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas une tentative de créer une sorte d'assemblée bis pour contourner un éventuel Parlement hostile, comme si Emmanuel Macron avait anticiper les difficultés qu'il a à l'aube du second tour des élections législatives. Question politique. Et puis la seconde question, c'est est-ce que vous en ferez partie, vous, au titre du MEDEF, ou les organisations patronales feront-elles partie de ce CNR ? C'est pas la composition exacte, mais il y aura les organisations patronales et syndicales, évidemment, et je pense qu'il y aura les présidents des groupes politiques. Je ne crois pas que ça soit une tentative de contournement. On sent quand même que, confusément, en France, en Europe, les démocraties occidentales ne fonctionnent plus très bien. Le système classique fait que malheureusement un parlement élu ou un président élu est mis en question immédiatement. Donc encore une fois, chercher d'autres moyens de créer du consensus, pourquoi pas. Une sorte de conseil de défense permanent sur tous les sujets là que on déparlementarise, on éloigne encore. Le conseil de défense, c'était pas tout à fait ça, parce que c'était l'entre-soi des ministres. Ça n'est pas ça, là. On peut pas reprocher, comme on l'a fait nous, au président de la République d'avoir fait un quinquennat vertical en quelque sorte, en consultant assez peu, pour ne pas donner sa chance au produit et aller mercredi voir comment ça fonctionne. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, vous êtes l'invité d'Europe 1 ce matin. Alors évidemment, j'imagine que dans votre entretien avec le chef de l'État, il a été question de la future loi sur le pouvoir d'achat. D'ailleurs, vous l'avez dit, une sorte de conférence sociale va avoir lieu. Qu'est-ce que le MEDEF propose ? Quelles sont vos lignes rouges ? Quand vous entendez notamment Bruno Le Maire dire les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent le faire. Vous dites banco ?
Ah bah, vous savez, une entreprise qui peut augmenter ses salaires, en général, elle le fait, et pour une raison très simple, c'est qu'elle a besoin de recruter. Ah, voilà. Donc, vous savez, on critique beaucoup la loi du marché, c'est le film de Ruffin, mais la loi du marché, elle marche dans les deux sens, et aujourd'hui, elle marche en faveur des salariés, puisque dans la plupart des métiers, on a du mal à recruter. Vous savez, j'ai vu beaucoup de patrons la semaine dernière, les seuls qui n'ont pas de problème de recrutement, c'est ceux qui ne recrutent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, les entreprises qui le peuvent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est toutes celles qui ont vu leur marge se réduire depuis le début de l'année. L'année 2021 a été une très bonne année pour les entreprises comme pour l'économie en général. Mais depuis le début de l'année, avec la hausse des prix des matières premières notamment et de l'énergie, beaucoup d'entreprises ont des marges qui se réduisent et du coup, une augmentation des salaires les mettrait en difficulté, en tout cas massive. Cela étant dit, personne ne le dit, mais les salaires ont augmenté en début d'année où on a ce qu'on appelle les NAO, négociations annuelles obligatoires, à peu près de 3%. À l'époque... C'est déjà battu par l'inflation. Hein. Oui, mais à l'époque, on est en janvier, bien, à l'époque, 3%, c'était pas très loin de l'inflation. Il y a des négociations qui continuent, il y a des clauses de revoyure dans beaucoup d'entreprises. Ça se développe. Le SMIC augmente, ce qui force évidemment tous les salaires à augmenter. Donc oui, il y a des augmentations. On est dans une... faut dire ce qui est, on n'est pas habitué... Tout le monde, les acteurs économiques, à une inflation à 5-6%. On a changé de monde, Geoffroy Roux de Bézieux, là. Alors, vous savez, c'est toujours très difficile de savoir si on a changé de monde quand on est dedans. Je vous cite le Wall Street Journal qui dit c'est la fin de l'ère de la everything bubble, la bulle de tout. C'est fini, la bulle de tout. En tout cas, l'argent facile, oui, parce que les taux vont monter, les déficits et le quoi qu'il en coûte, probablement. Est-ce que l'inflation est durable ? Je ne sais pas. L'énergie, oui, ça c'est clair et net, mais on voit quand même certaines matières premières commencer à redescendre, puisque forcément, comme il y a ralentissement de l'activité, la demande diminue, la loi du marché fait que certains prix redescendent. Donc c'est difficile de dire si l'inflation à 5, 6, 7% est là pour très longtemps. Question rhétorique maintenant, Geoffroy Roux de Bézieux. Est-ce que vous avez regardé le programme de la NUPES ? J'imagine qu'en tant que président du MEDEF, vous l'avez regardé. Mais non seulement je l'ai regardé, mais j'ai débattu avec Mélenchon il y a 3 mois, et le programme de la NUPES, c'est le programme de la France Insoumise, ni plus ni moins, à quelques virgules près. Et il faut dire ce qui est, c'est un programme assez complet, il y a à peu près 200 pages, j'ai tout lu, j'ai tout stabiloté. Ce sont les seuls à avoir fait un programme complet. Alors, le Rassemblement national l'avait fait, mais... Je ne sais pas si c'est les seuls, mais le programme est complet. Simplement, il va nous amener directement à une énorme récession. Et s'il ne change pas de cap au milieu, à une faillite. Je vais prendre 2 exemples très simples. Voilà, je pense qu'on en a besoin parce que on va vous dire, mais vous êtes partisan, Geoffroy Roux de Bézieux. Je ne suis pas partisan. Moi, je me place uniquement sur le plan économique. Je ne parle pas des autres mesures. Blocage des prix, augmentation massive du SMIC. Toutes les petites entreprises vont se retrouver prises dans un ciseau terrible, puisqu'elles ne peuvent plus augmenter leurs prix, alors que leurs matières premières augmentent, que leur facture de gaz augmente, et de l'autre côté, leur salaire va augmenter. Donc là, c'est premier réflexe, j'arrête d'embaucher. Je mets fin à tous mes CDD, à tous mes intérims, et je mets la petite voile tempête en attendant que ça s'arrête. Faillite d'entreprise assurée, récession. Les Français, même ceux qui ont eu une augmentation du SMIC, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? Ils vont pas consommer, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ils vont garder leurs économies, tout simplement parce qu'ils vont avoir peur. Et puis il y a la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans. Évidemment, ça n'a pas d'impact direct sur les finances, mais c'est un coût absolument massif, 80-100 milliards à terme. Immédiatement, les taux d'intérêt de la France vont augmenter. Vous avez vu que l'Italie a déjà eu ce qu'on appelle son spread, enfin son taux d'intérêt qui a augmenté. Ils empruntent à 4%, les Italiens, actuellement. Voilà, alors que nous, on emprunte encore en dessous de 1%, mais immédiatement, le coût de la dette va augmenter. La réalité, je vais vous dire, je pense que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de très intelligent. Il sait que ce programme n'est pas applicable. Il fait de la démagogie pour se faire élire, élire le maximum. Mélenchon sait que son programme n'est pas applicable. Je suis persuadé qu'il le sait. Il va se passer comme en 81. Souvenez-vous, un programme à gauche, très à gauche. Au bout de 18 mois, on change de Premier ministre et on revient à la réalité parce que malheureusement, l'économie de marché, elle est des fondamentaux. L'économie, c'est une science. Il y a des fondamentaux, il y a un espèce de rappel à la réalité qui arrivera. Intéressant. Vous employez le futur à une différence près. C'est que Jean-Luc Mélenchon... Le conditionnel, si je puis me permettre. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sondeur qui sera en capacité, et heureusement pour le pays, de le faire. Oui, sauf que lui, il ne pourrait pas changer de Premier ministre, puisqu'éventuellement, c'est lui qui pourrait l'être. Il faudrait changer de politique, en l'occurrence. Bon, je vous embête, mais... Non, vous avez raison. Vous avez parlé des retraites, justement. Ça n'est pas un secret que vous soutenez de longue date un projet de reculer l'âge de départ en retraite. 64 ans, vous allez bien. 65 ans, j'imagine tout autant. Mais vous dites souvent, pas au prix de grands mouvements sociaux. La France n'a vraiment pas besoin de ça. Or, vous savez ce que disent tous les syndicats de salariés, sans exception. Ils sont unis dans un refus catégorique de la retraite à 65 ans. Ils parlent déjà d'action commune. C'est mort, si je puis dire. Non, le vrai sujet, c'est quoi ? C'est que on a
d'abord un déficit global des finances publiques et on a un déficit de quantité de travail. Comment on résout ça ? Il y a plusieurs solutions. On peut augmenter les impôts. C'est possible. Simplement, on est le pays au monde qui taxe le plus les particuliers et les entreprises. Je ne pense que ce n'est pas une bonne idée. On peut augmenter la dette. Mais là aussi, on a un problème. Donc, c'est la quantité de travail. La quantité de travail, c'est deux choses. C'est le nombre de gens employés. Et une partie du problème va être résolue avec le plein emploi. Ce seuil de 7%, je peux aller. L'autre partie de l'équation, c'est de travailler plus longtemps. Alors après, comment le faire intelligemment ? J'entends ce que vous dites sur les syndicats, mais et j'entends certaines demandes qui disent il y a des métiers qui sont usants, sur lesquels on ne peut pas travailler après un certain âge. Évidemment. Donc on peut le faire probablement intelligent, les un plus peu pauvres, plus à la carte. Meurent beaucoup plus jeunes que les plus aisés. Il y a beaucoup de sujets. C'est pas tellement une question de revenus, mais c'est plus une question de type de travail et si on a commencé tôt. Donc on peut être intelligent la manière dont on applique les choses, mais il faudra travailler plus longtemps. C'est ça la réalité. Alors vous allez dire que j'ai mauvais esprit, mais pas du tout. Vous dites, attendez la question, vous dites soutenir cette idée, il faut retravailler plus dans la vie, repousser l'âge de départ en retraite. Et de l'autre, vous dites, bah oui, mais il faut baisser les impôts de production. Et Emmanuel Macron s'y est engagé pendant sa campagne. En l'occurrence, il s'agirait, je vais être un peu technique, de la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire un impôt à 7 milliards qui frappe la valeur ajoutée de tout ce qui est produit sur le sol français. Donc vous voulez des baisses d'impôts pour les entreprises, mais pas pour les Français. Oui, mais pardon, c'est opposer les entreprises. Mauvais esprit. Oui, oh non, non. Non, opposons pas les entreprises aux Français. Les entreprises, c'est les Français, c'est les emplois, c'est les salaires. Et pourquoi on demande la baisse des impôts de production ? Pour pouvoir produire en France. On a aujourd'hui, en gros, par rapport à la moyenne européenne, 35 milliards d'écart de ces fameux impôts de production. On ne demande pas un paradis fiscal. On demande au fond à être dans cette compétition de production qui va avoir lieu puisqu'on va reproduire en Europe. On va re-régionaliser certaines productions. Est-ce qu'on le fait en Allemagne ? Est-ce qu'on le fait en Espagne ? Est-ce qu'on le fait en Italie ? Est-ce qu'on le fait en France ? Est-ce que le site France va attirer cette production ? Cette baisse des impôts de production, elle est nécessaire. Est-ce qu'elle est actée ? Le président de la République s'y est-il engagé ? François Asselin dit que oui, votre collègue de la CPME dit que oui, s'y est engagé hier sur la baisse de la CPME. Écoutez, je ne suis pas là pour être le porte-parole du président de la République, donc je laisse François Asselin répondre à cette question. Nous, on a une demande très claire depuis longtemps. Il y a eu un effort, il faut le dire. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi ce fameux million d'emplois a été créé dans le dernier quinquennat, malgré le Covid, malgré la crise en Ukraine ? Parce que justement, les entreprises ont vu leurs coûts baisser et qu'elles ont embauché. La politique de l'offre, ça marche. Dans les Échos, on apprend ce matin, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'hier à Bruxelles, 2 commissions du Parlement européen ont sorti le gaz et le nucléaire de la fameuse taxonomie énergétique. C'est la liste des énergies classées vertes et donc vers lequel s'est fléché du financement. Ça veut dire qu'il va être très difficile d'attirer de l'argent pour financer le gaz comme le nucléaire. C'est une claque pour la France ? Alors, je ne sais pas si c'est une claque diplomatique, mais en tout cas, c'est une erreur manifeste et je ne comprends pas, très honnêtement, que certains pays qui ont commis l'erreur historique de quitter le nucléaire, notamment l'Allemagne, Madame Merkel s'est quand même trompée 2 fois dans ses relations avec la Russie, et en quittant le nucléaire, continue à creuser ce trou. On a besoin du nucléaire pour faire la transition. Évidemment, puisque le vent, si je veux dire, et le soleil, ce sont des énergies alternatives et intermittentes. Ça marche pas tout le temps. On vous dira, on peut transformer ça en hydrogène aussi. On n'en est pas là. Et on a besoin du nucléaire. Et la France se tire une balle dans le pied. Et là, honnêtement, dire que le gaz... alors, à l'époque, c'était gaz et nucléaire. Cette espèce d'accord un peu diplomatique peut remplacer le nucléaire est une erreur. Mais là, ce sont des pays qui font du lobbying souterrain. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, parfois, on n'est pas bien organisé, si j'ose dire, en tant que Français, pour défendre nos causes. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Merci à vous d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes toujours le bienvenu sur Europe 1. Tous les invités sont les bienvenus. Bonne journée à vous. 8h55 sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est Philippe Vandel qui arrive. À tout de suite.